la croissance c'est génial, il faut absolument gagner beaucoup d'argent. Et c'est ces choses-là aussi que j'ai mis à distance en me disant mais est-ce que ça me permet d'être heureux ? J'en suis pas si sûr. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Martin Sylvestre, spécialiste en RSE, activiste et porteur de projets qui réparent le monde. Bonjour Martin. Bonjour Thierry. Alors Martin, c'est un vrai plaisir de te recevoir sur C'est le chemin qui compte et j'aimerais sans plus attendre remonter le cours de ton chemin singulier. Alors, tu grandis dans une ferme d'un petit village près de Saint-Étienne, entouré de nature et d'animaux, ce qui va contribuer à te sensibiliser très tôt aux problématiques environnementales. Tu es l'aîné de 3 enfants, élevé au sein d'une famille unie, préservée des brutalités de ce monde jusqu'à ce fameux 11 septembre 2001, qui te fait basculer brutalement dans le monde adulte alors que tu as tout juste 7 ans. Dès ton plus jeune âge, on t'enseigne les valeurs du travail et de l'effort, et c'est cette exigence qui te mènera à exceller académiquement et à intégrer la prestigieuse ESCP, une voie que tu n'as pas nécessairement choisie, mais tu te laisses porter. Arrivé à Paris, l'atterrissage est rude, tu prends une double claque. 1, parce que tu n'es pas prêt pour la vie urbaine, et 2, parce que la qualité de l'enseignement que tu reçois n'est pas conforme à tes attentes. Tu réalises qu'on va te formater, et tu n'es pas venu là pour ça. Ce que tu cherches, c'est être guidé, accompagné, qu'on t'aide à trouver ta voie, mais pour ça, il faudra repasser. C'est à ce moment que tout va changer grâce à une association étudiante, Noise, qui te fait découvrir un nouvel univers, celui de l'innovation sociale et environnementale, et de l'économie solidaire. Cette rencontre est comme une révélation pour toi, un appel à explorer des horizons différents et à trouver un sens plus profond à ton action. Sorti d'école, tes premières expériences professionnelles te confrontent au monde du travail avec des hauts, mais aussi des bas. Des bas très bas. Un matin, tu es juste dans l'incapacité de te lever, ton corps dit stop, c'est le burn-out et tu as à peine 24 ans. C'est un autre tournant dans ta vie, cet épisode te confronte à tes propres limites et à la nécessité de reconsidérer tes priorités. C'est également l'opportunité d'explorer des aspects plus profonds de ta personnalité et d'identifier tes véritables envies. Une fois reconstruit, tu obtiens ton premier job chez Vendredi, une start-up qui permet aux entreprises de mobiliser leurs salariés sur les grands enjeux RSE. Cette mission fait vraiment écho à ton besoin profond de t'engager face aux enjeux climatiques et aux violences sociales. En parallèle, tu t'impliques activement dans des causes qui te tiennent à cœur, que ce soit la lutte pour le climat avec Extinction Rebellion ou encore en politique avec la primaire populaire. Depuis 2024, tu as entrepris une phase d'introspection et d'exploration qui combine travail indépendant et engagement personnel, avec pour objectif de continuer à te découvrir toi-même tout en poursuivant ton engagement dans des causes qui te sont chères comme l'environnement et la politique. Martin, malgré sa brièveté, ton parcours est un exemple inspirant de résilience, de détermination et de recherche constante de sens. Et j'ai hâte, avec nos auditrices et nos auditeurs, d'en savoir plus sur ton voyage intérieur et sur les leçons apprises en chemin. Bienvenue Martin. Merci Thierry. Alors Martin, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te faire réagir sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin ? Merci pour ce portrait d'abord. C'est un petit peu émouvant de l'entendre partagé par quelqu'un d'autre. Mes réactions en l'entendant, c'est déjà je réalise le chemin parcouru. Tu disais un parcours relativement bref, parce que j'ai seulement 29 ans, mais il s'est passé déjà pas mal de choses. Et du coup, le sentiment qui vient, il y a à la fois de la gratitude pour tous les gens que j'ai croisés, qui m'ont aidé à grandir et qui continuent de me faire avancer sur le chemin. Et puis aussi, il y a une forme de fierté d'être là aujourd'hui, d'être ce que je suis, et de cheminer, de continuer à découvrir la meilleure version de moi-même. En tout cas, c'est sur cette voie que j'avance. Alors Martin, il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser. L'un des thèmes qui jalonne ton chemin, c'est celui de l'environnement et de la transition écologique. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses autant à ces sujets ? Je pense que ce qui fait que je m'intéresse autant à ces sujets, il y a plusieurs choses. La première chose, tu l'as dit dans l'introduction, il y a, je pense que le fait que je sois né et élevé à la campagne, que j'ai vécu dans un environnement relativement proche de la nature, il y a beaucoup contribué. Et après, comme pas mal de gens, j'ai eu aussi à un moment mon réveil écologique, où j'ai pris conscience des enjeux sociaux, environnementaux, mais notamment des enjeux climatiques. Et ce réveil écologique, il est passé par deux choses. Il est passé par la découverte d'une association étudiante, donc le Noise que tu citais, qui m'a
montrer qu'il y avait un autre modèle de société, un autre modèle économique, une autre façon d'envisager une carrière possible, notamment en prenant soin de la planète et du vivant. Et puis, autre chose qui a été un déclic pour moi, ça a été le film de Cyril Dion, Demain, qui a, pour beaucoup de gens, a été, je crois, aussi un grand catalyseur. Mais moi, m'a permis là aussi de prendre conscience de tout ce qui pouvait exister en termes de solutions pour faire les choses différemment. Si tu me permets, je rajouterai une dernière chose, c'est aussi les lectures de Pablo Servigne, et notamment des sujets de l'effondrement, avec son livre Comment tout peut s'effondrer, qui m'a fait prendre conscience aussi de la fébrilité du monde et du fait que c'est possible qu'un jour tout s'effondre si on fait pas attention et si on prend pas soin de la planète et du vivant. Alors Martin, tu sais, ce podcast traite de la transformation. Ton parcours, on est riche. On l'a dit, il est relativement bref, mais à 29 ans, tu as déjà beaucoup cheminé. Est-ce que tu peux partager, toi, avec nous, comment tu as pris conscience de ton potentiel de transformation et la manière dont tu as procédé pour trouver ton propre chemin? La vérité, c'est que j'ai pris conscience de ce potentiel d'abord en prenant des claques et en vivant des expériences que je souhaite pas forcément à des gens, notamment ce burn-out à 24 ans, qui m'a fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui déconnecte dans mon rapport au monde et dans la façon dans ma relation notamment au travail. Et en fait, cette période-là, elle a été plutôt salutaire, elle a été difficile, mais in fine, elle a été hyper salutaire parce qu'elle m'a permis de me poser des questions et de me rendre compte que la façon dont je me présentais aux autres, dont j'interagissais avec les autres, dont j'étais dans le milieu professionnel, était peut-être pas la façon la plus vraie de moi-même. Et du coup, à cette période-là, j'ai pris pas mal de temps pour comprendre ce qui faisait que j'en étais arrivé à ce burn-out et du coup, de mieux me connaître. Donc, ça a vraiment commencé à ce moment-là. Moi, c'est plutôt cette période-là qui m'a mis le pied à l'étrier pour découvrir, pour aller à la recherche en fait de moi-même. Et j'ai eu de la chance d'être soutenu, accompagné dans cette période-là, soutenu par des professionnels, notamment une psychothérapeute qui m'a fait prendre conscience là aussi de comment je fonctionnais, comment le cerveau fonctionnait, et qui m'a permis de mettre à distance un certain nombre de choses, et puis soutenu aussi par des proches et des gens qui ont été là pour m'aider à me reconstruire. Et donc vraiment mon chemin a commencé, je pense, à ce moment-là, où après cette expérience un peu violente, je me suis dit plus jamais. Et plus jamais, ça voulait dire comprendre comment je fonctionnais pour justement trouver l'alignement et la meilleure façon que j'ai moi d'être au monde. D'accord, et c'était effectivement une rencontre assez brutale liée à ce burn-out. Est-ce que toi, tu aurais des indications à donner aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent sur la manière de se rencontrer, justement, de prendre conscience de ce potentiel de transformation sans pour autant en venir à ces extrémités de burn-out? Ouais. La première chose, moi, que je dirais à des gens qui nous écoutent, c'est on est la même personne dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Je suis intimement convaincu que on doit être cette même personne et qu'on ne doit pas mettre des masques, notamment dans le cadre professionnel. Et que généralement, tous les gens qui sont désalignés sont des gens qui, mettent des masques à certains moments de leur vie, notamment dans ce milieu professionnel. Donc moi, ce serait vraiment ça mon premier conseil, prendre conscience qu'on est une seule et même personne et qu'on n'a pas à faire de compromis pour, dans son travail, rester soi-même. Et puis la deuxième chose que je conseillerais, si des gens souhaitent creuser ces aspects-là, c'est de se faire accompagner, alors soit par des professionnels. Moi, j'ai aussi eu la chance d'être coaché à 2 reprises. Et du coup, un coach permet là aussi de mettre à distance plein de choses, apporter plein de méthodes pour se découvrir. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à identifier mes sources d'énergie, mes talents, ce qui était aussi mes croyances limitantes, mes limites aussi. Et puis, on peut se faire aussi aider simplement par des lectures ou par des bouquins, par des podcasts. Moi, je suis encore en train de le lire, mais j'apprécie beaucoup le livre de Mathieu Dardaillon qui s'appelle « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde », qui est une sorte d'auto-coaching, puisque c'est un bouquin qui comprend plein d'exercices qu'on peut faire du coup en solo, justement pour découvrir ses forces, ses faiblesses, sources d'énergie, talents et compagnie. Et donc voilà, c'est un peu ça que je conseillerais aux gens. D'accord, donc une part d'accompagnement, et c'est vrai que c'est un thème récurrent de ce podcast, le faire en étant accompagné, parce que seul c'est plus difficile et à plusieurs on va plus loin. Mais tu disais quelque chose d'intéressant qui est celui d'essayer de ne pas dissocier qui on est personnellement et le professionnel, au bureau, dans notre activité professionnelle. Comment tu es parvenu à ça en fait? Comment tu as pris conscience de la nécessité d'être finalement une seule et même personne et de faire tomber les masques, ne plus jouer de rôle en fait quand on passe la porte du bureau?
Je me suis rendu compte que moi, ce qui me prenait vraiment de l'énergie, c'était d'essayer d'être quelqu'un d'autre pour satisfaire, je sais pas qui, peut-être mes parents, peut-être mes managers et mon entreprise, peut-être la société. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement pour ma part. Il n'y a pas eu d'exercice ou de choses. Je me suis dit, ah, là, il faut vraiment que je sois moi-même. C'est juste que quand je me suis rendu compte que j'étais moi-même, j'étais beaucoup plus en énergie, beaucoup plus heureux, beaucoup plus aligné. Et du coup, ça s'est fait hyper simplement. Je pense que vendredi a été une organisation, une entreprise qui m'a permis aussi de me révéler à ce niveau-là et de m'autoriser à être moi-même. Et ça a été une chance parce que je pense pas qu'il y ait énormément d'organisations qui permettent aux gens d'être eux-mêmes. Vendredi en est une, il y en a évidemment d'autres, mais le rôle de l'entreprise et de l'organisation est assez important, je pense, là-dedans, de créer le cadre où les gens vont pouvoir se dire « Ok, bah, je suis complètement moi-même et je change pas quand je passe la porte du bureau. » D'accord. Et tu dirais qu'aujourd'hui, tu as vraiment le sentiment d'être 100% toi-même, de pas être une autre personne, de plus porter ses masques et de plus jouer ses rôles? 100%, je sais pas, parce que on est toujours, il y a plein d'injonctions sociales, familiales qui continuent d'exister. En tout cas, j'ai déconstruit plein de trucs. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment d'être aligné avec moi-même, de beaucoup mieux savoir qui je suis et de pouvoir du coup me l'appliquer au quotidien. Après, je pense que c'est un combat, je sais pas, en tout cas, c'est sans doute un cheminement perpétuel pour arriver à rester soi-même et à pas se retrouver dans des pièges à nouveau. D'accord. Et tu parlais de déconstruction, en fait. Tu peux peut-être nous parler de quelques exemples de déconstruction, de choses que tu as déconstruites? J'aime Bah, bien le concept de déconstruction et de pas de destruction. C'est juste déconstruire et pas détruire, c'est-à-dire vivre avec, quelque part. tout à fait, ouais, c'est se construire un autre récit aussi. Je crois beaucoup, moi, au pouvoir du récit, personnel et aussi collectif. Et moi, d'un point de vue personnel, en termes de récit, j'ai notamment déconstruit mon rapport à la réussite, qui était vachement, je pense, au début, dans une dynamique d'être le meilleur. J'ai toujours été un super élève. J'ai fait un lycée, un bac ES, j'ai fait une prépa, j'ai fait une super école de commerce. Donc, j'ai toujours eu ce côté où c'est normal d'être le meilleur, c'est normal d'être parmi les premiers. Et en fait, je me suis rendu compte que la vraie définition de la réussite, c'était plutôt l'accomplissement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas si longtemps, mais que j'essaie du coup d'appliquer, d'avoir un autre rapport à ça. Je crois que c'est Laurent Gounel qui disait dans un de ses livres que vivre pleinement sa vie, c'est justement être accompli, être en phase avec ses valeurs et apporter quelque chose au monde. Donc j'essaie vraiment de faire ça. Donc j'ai déconstruit surtout la réussite et j'ai, je pense aussi déconstruit d'autres choses qui sont plus en lien avec le fonctionnement de la société et notamment, je parlais de récit personnel, là c'est plutôt le récit collectif dans lequel on baigne et qui est aussi véhiculé par l'éducation et l'enseignement supérieur. Et moi j'ai essayé de déconstruire ce récit collectif simplement la croissance c'est génial, il faut absolument gagner beaucoup d'argent et c'est ces choses-là aussi que j'ai mis à distance en me disant mais est-ce que ça me permet d'être heureux? Bah, j'en suis pas si sûr. Donc j'ai aussi pas mal réfléchi sur ces dimensions collectives de qu'est-ce que c'est une société où les gens sont épanouis et j'ai pas l'impression que ce soit forcément une société où on fait 3% de croissance tous les ans. Est-ce que toi, sur ton chemin, en fait, tu as développé des rituels, des habitudes? Est-ce que tu as reçu des influences ou fait des rencontres qui t'ont accompagné justement et peut-être aidé à devenir qui tu es aujourd'hui? Des rituels et des habitudes, pas énormément. J'essaie chaque lundi matin de me faire une petite prise de recul quand même. Je suis pas très assidu, mais c'est un moment de mise à distance et de préparation de la semaine qui est assez intéressant pour aussi vérifier que je sois aligné. Moi, ça a surtout été des rencontres et des gens qui m'ont guidé et qui m'ont montré qu'il y avait d'autres voies possibles. Je pense notamment ouais, à 3 personnes là qui me viennent en tête. Il y a eu Maëva Tordo, qui est la personne qui a fondé le Noise, l'association étudiante que j'avais rejoint en arrivant à l'ESCP, et qui du coup m'a vraiment permis de commencer de déconstruire ce récit et de me rendre compte que faire carrière, c'était pas forcément gagner plein d'argent et être tout en haut de la pyramide. Je pense aussi à Félix Demons, qui a cofondé Vendredi et qui m'a du coup recruté il y a un peu plus de 4 ans et demi et qui m'a posé cette question au téléphone sur le premier entretien, qui m'a demandé quels étaient mes talents. Et là, j'ai été incapable de lui répondre. Il m'a laissé quelques jours pour y réfléchir. Et cette question, en fait, elle m'a beaucoup aidé pour ensuite creuser et comprendre comment je fonctionnais, quelles étaient mes forces. Et puis, il y a Mathieu Dardaillon, que je citais aussi, le cofondateur de Ticket for Change, qui est un exemple aussi, je trouve, d'introspection, d'exploration. Il est lui-même passé par ces phases-là. Il est de nouveau dans une phase comme ça. Et je trouve son rapport à tout ça très sain et très inspirant. Et il a cette
capacité à le partager, à le faire vivre aux autres par son bouquin. Il a aussi une super newsletter aujourd'hui. Et c'est aussi une personne qui me pousse à réfléchir et à prendre du recul et à moi-même, du coup, entrer en introspection et en exploration. Et ces rencontres, elles se sont faites de manière un peu fortuite. Tu penses la sérendipité ou est-ce qu'elles ont été provoquées? Je crois beaucoup à la synchronicité de la vie. Je croyais pas du tout avant, mais ces dernières années, je mets mon cerveau cartésien de côté et je me rends compte qu'il y a plein de moments dans la vie où on se dit c'est incroyable que les planètes s'alignent comme ça. Donc je crois pas mal à ça. C'est pas des rencontres que j'ai forcément provoquées. Le noise à l'ESCP, j'ai poussé une porte d'amphi parce que l'événement de présentation me parlait, mais je savais même pas vraiment par rapport à quoi. Mathieu Dardaillon, il était aussi à l'ESCP en dernière année et pareil, je suis tombé au hasard dans un forum de présentation de projets entrepreneuriaux sur Ticket for Change. Vraiment au moment où il lançait le projet. Donc ça a été un peu le hasard aussi. Et vendredi est arrivé un peu mieux de tout ça, parce que vendredi, je l'ai connu via le Noise. Vendredi a été accompagné par Ticket. Donc c'est un peu des hasards, mais je pense que tout ça, ça se provoque. C'est quand on est à l'écoute de certains signaux qu'on va essayer de capter. En fait, on va les voir beaucoup plus facilement que si on n'est pas ouvert ou à la recherche de ces signaux-là. Se rendre disponible aussi pour faciliter ces rencontres. C'est sûr que si on reste chez soi, face à soi-même, c'est plus difficile de provoquer ces rencontres. Ouais, être prêt à les accueillir, ouais, et à aller oser rencontrer, être curieux et découvrir le monde. Ouais. Martin, dans ton chemin de transformation, tu as vraisemblablement rencontré des moments de doute, d'incertitude, peut-être liés à des critiques ou des jugements que tu as reçus. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments et peut-être surtout de la manière dont tu les as adressés pour les contourner? Ouais, il y en a eu plein, il y en aura encore. C'est des moments que j'ai surtout vécu dans des situations de conflit, moi. Et quand j'entends conflit, c'est que moi, je l'ai perçu comme un conflit. Quand on m'a remis en question, quand j'ai eu le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas arriver à exprimer moi, mes besoins ou mes émotions, c'est des moments où je me suis senti en conflit et c'est des périodes c'est des situations que j'ai un peu de mal à gérer encore aujourd'hui et que j'apprends à mieux gérer. Ça a notamment été le cas dans des situations de management auprès je pense, de managers que du coup je situais comme étant au-dessus de moi et auxquels je pouvais pas forcément avoir accès ou entrer en confrontation, en discussion en tout cas. Et aujourd'hui, comment je les dépasse? Il y a un truc que j'ai très envie de continuer de creuser et qui m'a pas mal aidé ces dernières années, c'est la découverte, l'initiation à la communication non violente. J'en suis vraiment au tout début de ce sujet-là, mais je vois le plein potentiel de la CNV qui permet vraiment du coup de mettre à distance ses propres besoins, de les exprimer et aussi de comprendre les besoins des autres, en tout cas de se rendre compte que les autres ont aussi des besoins et que du coup les façons qu'on a de réagir et d'interagir entre nous ne sont rien d'autre que l'expression de besoins et une fois qu'on a compris ça, on peut mettre à distance ses émotions et faire des demandes ou en tout cas partager des choses qui sont beaucoup plus construite et acceptable par l'un comme par l'autre, parce qu'on a compris que en fait, c'est juste que des besoins qu'on essaie d'assouvir, quoi, rien de plus. D'accord. D'autres techniques ou d'autres choses qui te permettent de gérer ces doutes ou ces incertitudes? Il y a quelque chose auquel j'essaie souvent de me raccrocher, c'est mes valeurs. Je suis souvent, moi, j'ai l'impression d'être souvent à contre-courant de la société, même si les choses changent, mais en tout cas être un peu à contre-courant du récit collectif dans lequel on est. Et quand j'ai des moments de doute où j'ai l'impression que, en fait, les gens font globalement pas ça ou n'ont pas globalement la même vision que moi, j'essaie juste de revenir à mes valeurs et de me dire, en fait, pourquoi c'est si important pour moi? Moi, une des valeurs qui est hyper forte chez moi, c'est la justice. Et du coup, par extension, je déteste l'injustice. Et du coup, dès qu'il y a des situations d'injustice, je vais avoir tendance à réagir, à chercher des solutions aux problèmes. Et du coup, c'est pas forcément facile parce qu'il y a plein de situations injustes mais qui sont acceptées aujourd'hui. Et dans ces cas-là, je me rappelle juste que, en fait, c'est OK et que c'est normal que moi je réagisse parce que c'est une valeur qui est super importante pour moi et que je vais avoir besoin d'aller la gratter et de la corriger. Donc ouais, connaître ses valeurs et du coup se rappeler que quand on a des moments de doute aussi, ces valeurs, ça peut être des super boussoles pour savoir si on prend les bonnes décisions, si on avance dans la bonne direction. Ça, c'est un truc qui m'a pas mal aidé, qui m'aide pas mal au quotidien. Sur ton chemin de transformation, quel impact, tu dirais, cette transformation précisément a eu sur toi-même, mais aussi sur les autres? Oula. Alors l'impact, je pense qu'il est monstrueux. Il est évidemment difficilement mesurable, mais sur moi, en tout cas, il est vraiment hyper important.
j'ai pas l'impression d'être une autre personne de celle que j'étais plus petit, ado ou jeune adulte, mais j'ai l'impression d'avoir retiré des couches superflues et de laisser apparaître le meilleur de moi-même aujourd'hui. En tout cas, vraiment qui je suis. Donc sur moi, il est vraiment monstrueux parce que ça me permet mais dans le sens positif du terme, hein, ça me permet d'être pleinement aligné et d'être en apaisement avec moi-même dans un certain nombre de situations. Et auprès des autres, bon, il faudrait leur demander, mais j'ai l'impression que ça crée aussi des relations beaucoup plus profondes avec mes proches, avec ma chérie, avec qui je partage ma vie, avec mes amis proches, avec aussi ma famille, où j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on a des discussions, des relations, des conversations qui sont beaucoup plus profondes, vraies, et que ça a pu y contribuer. Sans doute que les gens sont eux-mêmes aussi dans des phases d'évolution et changent aussi avec le temps, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mieux me connaître, ça me permet aussi de mieux comprendre ma relation aux autres et aussi de mieux comprendre du coup les besoins que peuvent avoir les autres et du coup de vivre des relations beaucoup plus riches, beaucoup plus profondes et beaucoup plus sincères. Et ça, c'est un cadeau, c'est un cadeau vraiment exceptionnel que je me suis fait et que j'espère faire aux autres. Et donc je le souhaite à chacun, à chacune d'arriver à se le faire à soi-même aussi. Donc c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est bien pour toi et c'est bien pour les autres. Je crois, ouais. Martin, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle, quand on est vraiment au début ou qui se pose la question de savoir si il souhaite se rapprocher de qui il est vraiment? Je pense que si on est vraiment paumé, et c'est le cas de plein de gens, moi j'ai longtemps été paumé sur ces réflexions-là, sur ces sujets-là, c'est de se faire accompagner. Je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de dire sur ce podcast, mais c'est de se faire accompagner notamment par des coachs. Il y a plein de gens qui sont spécialisés là-dessus et qui vont nous aider à nous découvrir en mettant à distance un certain nombre de choses et puis par des méthodes, des exos, des outils qui vont nous permettre de nous révéler. Si on est vraiment en difficulté, et si c'est au-delà d'être paumé, si c'est une souffrance, je pense qu'il faut aussi pas hésiter à se faire aider par de la psychanalyse, un psychothérapeute, un psychiatre. Ouais, c'est un sujet qui est pas mal tabou en France, en tout cas, qui est en train, je pense, de bouger, mais c'est un sujet qui reste encore super tabou de se faire accompagner par des psys, alors que c'est une super béquille pour avancer, quoi, et pour se relever et pour ensuite se mettre sur le chemin de la transformation, de l'alignement. Donc se faire aider en premier. Et après, c'est des conseils que j'évoquais déjà plus tôt, mais connaître ses valeurs, connaître son pourquoi on est là, pourquoi on vit, qu'est-ce qui est important pour nous. Ça me paraît hyper clé. Et puis prendre conscience qu'on est cette même personne dans toutes les situations, notamment dans la vie pro et la vie perso. Du coup, on est une seule et même personne, donc pas mettre de masque, quoi, le moins possible. À quoi ressemble la suite du chemin pour toi, Martin? Est-ce que tu l'as imaginé? C'est une bonne question. Moi, je suis du genre, et c'est un de mes talents, à planifier, à organiser, et donc à faire plein de plans sur la comète. Donc j'ai des to-do et des plans dans tous les sens. Mais la vérité, c'est que sur ce sujet du chemin, j'en ai un peu aucune idée. Parce que c'est justement, je pense, la richesse, c'est d'être sur le chemin pour se découvrir. Et du coup, ce serait, je pense, un peu présomptueux et un peu dommage de dire qu'il y a une fin à ce chemin. Moi, quand je dis devenir la meilleure version de moi-même, c'est pas au sens performatif du terme, c'est au sens comprendre comment je fonctionne et du coup être pleinement vivant, aligné avec moi-même, quoi. Et ça, je pense que c'est un chemin qui s'arrête jamais parce qu'on évolue, la société évolue, le monde change, donc c'est un perpétuel cheminement. Et donc moi, la suite du chemin, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Je pense qu'elle sera pas la même dans 1 an que dans 10 ans. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, maintenant que je me connais mieux, je sais que moi, ça va être de continuer d'avancer sur des sujets qui visent à réparer le monde, à le faire tourner un peu plus rond. Et notamment, à plus court terme, sur les prochains mois, les prochaines années, je pense bosser sur les sujets climatiques, environnementaux, moi, qui me tiennent à cœur énormément. Et puis, peut-être des sujets plus liés à la démocratie, à la politique. C'est aussi, je pense, là, des endroits où on peut faire bouger les lignes. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire pour réinventer la démocratie et en faire une démocratie un peu plus démocratique, justement. Il y a plein de leviers encore à creuser. Ouais. Peut-être en 2 mots, tu peux nous en parler de tes engagements? J'en faisais référence dans l'introduction. Ouais, j'ai plusieurs engagements. Déjà,
J'ai des engagements de par mon travail. Je fais en sorte que mon travail soit au service des causes sociales et environnementales. Et puis après, en termes de militantisme, j'essaie de rejoindre, d'aider, de soutenir des projets qui sont engagés sur les sujets climatiques, qui font face à l'urgence climatique et qui dénoncent les grands projets climaticides. Je suis passé par Extinction Rébellion. Je suis pas donc c'est un mouvement de désobéissance civile non violent qui vise à mettre un certain nombre de grains de sable dans les rouages du fonctionnement du capitalisme et de la société qui nous emmènent vers une urgence climatique et un effondrement potentiel. Et donc participer à des actions de désobéissance civile, c'est des choses que j'ai déjà pu faire, que je vais continuer de faire, parce que ça me paraît des moyens d'alerter, de déplacer la fenêtre d'Overton aussi, et de lutter, qui sont essentiels. Et puis après, en termes de démocratie, je suis effectivement passé par la Prime impopulaire que j'ai soutenu, qui a été un grand mouvement citoyen pour essayer de faire dérailler la présidentielle de 2022. Il y a d'autres mouvements qui se préparent pour les futures élections, et il y a d'autres assos qui existent que peut-être que je rejoindrai pour participer au renouveau démocratique, parce que c'est effectivement un sujet qui m'interpelle, qui m'inquiète et qui me passionne en même temps. Et il y a plein de choses à faire aussi à ce niveau-là. D'accord. Peut-être une petite parenthèse, tu mentionnais la fenêtre d'Overton. Je suis pas sûr que tout le monde soit familier avec ce concept. Est-ce que tu peux peut-être nous l'expliciter? Oui, la fenêtre d'Overton, alors je suis pas un spécialiste du sujet, mais c'est grosso modo, il y a des sujets qui sont, je crois que c'est cliché, acceptables, puis qui peuvent arriver jusque dans la loi. Et en fait, il y a, et ça c'est un cadre dans lequel il y a un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui. Et puis il y a des sujets qui sont hyper tabous, qu'on n'ose pas aborder, ou en tout cas qu'on considère comme impossible dans le débat public. Et la fenêtre d'Overton, elle consiste à déplacer dans un sens ou dans l'autre c'est un certain nombre de sujets pour les rendre plus acceptables. Aujourd'hui, la fenêtre d'Overton, elle est plutôt en train de se déplacer sur des sujets conservateurs, relayés par des partis plutôt à droite, voire très à droite, et qui rendent du coup acceptables des sujets qui n'étaient pas forcément avant. On peut penser à la remise en cause de l'IVG et de l'avortement, et ça paraissait impensable que ce droit soit remis en cause il y a encore pas si longtemps. Et avec ce qui s'est passé aux États-Unis, aujourd'hui, c'est plus un sujet qui est considéré comme tabou, c'est un sujet qui est considéré comme radical. Et je pense qu'on peut faire en fait la même chose de l'autre côté sur les sujets plutôt progressistes, et notamment sur les sujets climatiques. Faire de la désobéissance civile, s'opposer illégalement du coup à des situations climaticides, c'est quelque chose qui pouvait être considéré comme tabou il y a pas si longtemps, et par des mouvements comme Extinction Rébellion ou d'autres. Il y a eu Dernière Rénovation ou des mouvements comme ça. Et on rend ces sujets non plus tabous mais radicaux, et du coup on les fait rentrer dans le débat public. L'intérêt, c'est que du coup tous les sujets en dessous qui sont plus acceptables, voire qui sont dans la loi, ça les rend d'autant plus pertinents et d'autant plus consensuels. Par exemple, faire une marche pour le climat aujourd'hui, ça paraît super consensuel par beaucoup de gens, mais il n'y a pas si longtemps, c'était un truc assez radical. Donc c'est ça, la fenêtre d'Overton, c'est arriver à faire bouger les sujets sur cette sorte d'échelle. Martin, on arrive à la fin de notre conversation. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et que tu souhaiterais évoquer, ou ton actualité? J'en vois peut-être un. Moi, je suis, en termes d'actualité, puisque tu en parles, je suis animateur de Tonnes. Tonnes, c'est un atelier qui est la suite de la fresque du climat, un peu, qui est très axé solution, qui est vraiment super bien, puisque ça permet de maîtriser son empreinte carbone et de prendre plein de décisions pour la réduire. Et c'est un outil que je conseille à beaucoup de gens. Donc, si vous avez envie d'avoir un truc très concret pour agir pour le climat, et pour commencer par vous rendre compte des ordres de grandeur et où vous pourriez agir à titre individuel mais aussi collectif, je conseille fortement de faire l'atelier d'automne qui est vraiment chouette, qui est très, très joyeux en plus. Ouais. Je pense qu'on a besoin de récits positifs et désirables pour changer les choses. Absolument. Très complémentaire aussi d'un autre atelier qui s'appelle la fresque du climat, qui peut donner une bonne prise de conscience en fait des enjeux climatiques notamment. Carrément. Auxquels nous sommes confrontés. Ok. Martin, avant de se quitter, je vais te soumettre au feu nourri de questions que j'appelle les questions mitraillettes. Alors l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Ouais, j'ai hâte parce que j'en ai entendu parler, mais du coup, je sais pas ce que c'est. Alors qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Je lis, c'est intéressant, je lis Eragon, Christopher Paolini, je crois. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Harry Potter. Moi, c'est un livre qui m'a énormément marqué et qui m'a pas mal construit. Je pense que c'est lié au fait que c'est une personne banale qui est dans un univers hyper banal qui devient extraordinaire. Et moi, un de mes modes opératoires, c'est justement de créer des situations extraordinaires dans des situations ordinaires pour les rendre plus justes et plus belles. Donc, je pense que ça m'a beaucoup parlé et ça m'a beaucoup construit du coup Harry Potter.
Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Oui, j'écoute Elton John beaucoup en ce moment et j'écoute pas mal Crocodile Rock. Quelle est ta citation préférée? J'aime bien ce que disait Socrate, connais-toi toi-même. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Je dirais peut-être Camille Etienne en ce moment, qui est une activiste pour le climat et qui arrive à mener des combats géniaux tout en gardant de l'énergie, de l'espoir, en véhiculant de l'espoir et à faire ça dans la joie. Et je trouve ça remarquable vu la période qu'on vit. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Moi, je voulais être journaliste. Je voulais raconter le monde. Comment commences-tu ta journée? En me levant, en prenant un bon petit déjeuner, en regardant les informations, les dernières actus, peut-être parce que je voulais être journaliste justement. Quel talent aimerais-tu avoir? J'aimerais bien avoir ce talent de ne pas être fatigué pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Quelle est ta plus grande force? Je pense que ma plus grande force, c'est de croire en mes valeurs et d'être aligné là-dessus. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Les gens, Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? tu ne portes pas le poids du monde sur tes épaules. Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? Harry Potter, un couteau suisse, et puis ma serviette de plage. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Le sport. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Qu'on a le droit d'être soi-même. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? L'injustice. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Les gens qui agissent, le fait d'être dans le mouvement, quoi. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Sur mon épitaphe, j'aimerais bien qu'on dise que c'est quelqu'un qui a pleinement vécu pour les autres, qui s'est engagé pour changer les choses et pour réparer le monde. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que c'est très beau d'une part, mais c'était aussi un grand moment de réflexion, donc très beau pour ces 2 raisons. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? La même chose, je pense. Encore plus fort. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de te dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Ça va bien se passer. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Je pense que Mathieu Dardaillon serait un invité intéressant à interviewer. Il aurait beaucoup de choses à dire. C'est un peu un philosophe moderne. Je pense qu'il serait vachement intéressant sur cette thématique du chemin. Il aurait plein de choses à dire. Merci Martin, merci pour ce témoignage inspirant et bon retour à Lyon, où tu habites désormais, et bon chemin. Merci Thierry pour ce temps, c'était un plaisir de discuter avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Martin. Premièrement, l'adversité et les moments de difficulté peuvent être une bonne occasion de nous poser des questions et d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Sachons toutefois nous faire aider par des proches ou des professionnels pour nous accompagner sur nos chemins de transformation. Deuxièmement, nous sommes une seule et même personne dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Essayons de faire voler les masques et évitons les compromis pour tenter de nous rapprocher de qui nous sommes vraiment. Troisièmement, pour vivre pleinement nos vies, essayons de déconstruire notre conception de la réussite, telle que dictée par la société, et écrivons plutôt un récit personnel basé sur notre propre accomplissement. Quatrièmement, sur nos chemins de transformation, sachons parfois mettre nos cerveaux cartésiens en sommeil pour nous rendre disponibles aux rencontres, aux signaux faibles et aux synchronicités de la vie. Cinquièmement, en cas de doute ou d'incertitude sur nos chemins, une bonne technique consiste à revenir à la boussole de nos valeurs, c'est-à-dire ce qui est vraiment important pour nous, pour savoir si nous prenons les bonnes décisions et avançons dans la bonne direction. Et enfin, se faire le cadeau de mieux nous connaître nous permet aussi de mieux comprendre notre relation aux autres et donc de bâtir des relations beaucoup plus riches, profondes et sincères. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.